Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, bonjour Fabrice, je te dis bonjour pour la deuxième fois parce qu'on a eu un petit problème technique, donc j'espère vraiment que cette fois ça va bien se passer parce que c'était super intéressant ce que tu nous racontais. Tu m'avais déjà expliqué ton parcours un peu d'inspecteur, puis d'un coup tu t'es un peu retourné sur la géobiologie, etc. Enfin bref, du coup tu vas prendre le temps de nous réexpliquer ça. J'espère que ça va bien passer. Donc aujourd'hui si on est là, c'est pour parler, vous l'aurez compris, de géobiologie. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à qui ça s'adresse. Fabrice va nous répondre à tout ça, mais avant comme je lui ai demandé lors de notre premier enregistrement qui a un peu bugué, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à la géobiologie? Bonjour Lily Rose pour la deuxième fois. Est-ce que déjà tu m'entends bien avant que je commence? Oui, je t'entends bien. Ok. Si jamais je ferais de très grands gestes, je crierais fort, je t'entends pas. Ok, ça marche. Bon, si jamais tu me fais un geste. Alors moi, c'est Fabrice Ruiz, je vais faire 34 ans cette année, donc je suis actuellement sur Annecy, je suis originaire de Toulouse, vous l'entendrez peut-être au petit accent. J'ai un parcours atypique, oui, comme tu l'as dit en introduction. Pourquoi ? Parce que ma première carrière professionnelle a été celle d'enquêteur à la police judiciaire de Paris. C'est peu commun, ça on peut le dire. J'y suis resté 4 ans. Pour des raisons personnelles et familiales, j'ai souhaité quitter la police et l'Île-de-France pour aller en province. Donc je suis parti sur Annecy. J'ai pas tout de suite fait le métier que je fais aujourd'hui. J'ai eu un métier d'intervalle dans le privé qui m'a permis justement de pouvoir me former, pratiquer sans pression et pouvoir aller à mon rythme pour pouvoir ensuite m'installer. Donc j'ai travaillé dans le privé pendant à peu près 3 ans. Et durant ces 3 ans, je me suis formé du coup au métier de magnétiseur et énergéticien au départ. Pourquoi ? Parce que j'avais dans ma famille notamment ma grand-mère qui était magnétiseuse dans le passé, et c'est les premiers métiers qui m'ont parlé, et je me suis formé ensuite sur le métier de géobiologue suite à une expérience professionnelle que j'ai vue moi-même de mes yeux, l'ayant vécu parce que j'étais pas bien chez moi. Ouais, et Voilà. comment ça se manifestait ce mal-être chez toi? Qu'est-ce qui se passait? Alors que je me souvienne, c'était il y a quelques années, mais concrètement, j'avais des symptômes chez moi, je me sentais pas bien, j'avais des migraines, je dormais pas bien la nuit, et j'entendais des bruits. Alors vous me direz, ça peut paraître un peu ubuesque, mais c'est la réalité. J'entendais des bruits dans la maison assez fréquemment, qu'il n'y avait pas, qui sont arrivés d'un coup, et du coup je me suis dit c'est bizarre tout ça. Donc j'ai décidé de faire appel à un géobiologue parce que je me suis renseigné sur les personnes qui justement s'occuper de venir regarder ce qui se passe dans les maisons. Je connaissais pas du tout ce métier-là avant. Et donc j'ai fait appel à un géobiologue qui s'est déplacé chez moi et qui a fait son analyse et qui, après plusieurs heures, parce que ça prend du temps de travail, a fait tout un tas de choses et m'a expliqué à la fin ce qu'il avait fait. Et surtout, j'ai vu les effets quelques jours après parce que c'est pas immédiat, mais je sentais que je me sentais mieux chez moi, que je dormais de mieux en mieux, et surtout les bruits que j'entendais ont nettement diminué. Après, quand on est dans une maison, il y a forcément des bruits, comme partout, mais en tout cas pas ceux que j'entendais auparavant. Et je me suis dit waouh, c'est super quand même comme truc. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là, comment il a fait, etc. Donc je me suis documenté et je me suis formé du coup pour pouvoir l'ajouter à ce que je fais aujourd'hui. Parce que comme je le disais dans le premier podcast qu'on n'a pas pu, voilà, mais concrètement, quand on fait que du travail sur les personnes, on ne fait pas, je trouve, les choses pleinement. Pourquoi ? Parce que des fois, la source peut également venir du lieu de vie et pas seulement de la personne. Donc, je me suis dit, voilà, rajouter cette corde à mon arc sera vraiment très intéressante parce que aujourd'hui, je peux aider les personnes sur elles-mêmes au travers d'une séance en magnétisme ou de soins énergétiques. Mais par contre, si le problème vient de chez elles, je pouvais pas le faire. Donc maintenant, je peux le faire. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir 3 activités qui sont différentes, mais très proches en même temps et surtout très complémentaires. Ouais, très complémentaire. Oui, mais tu fais bien de le répéter, le fait que si admettons quelqu'un va faire un soin énergétique mais que le problème est chez lui, c'est nettoyer et retourner dans la poussière directement, peut-être d'une certaine concrètement, manière. c'est une belle image. Ouais, concrètement, c'est un peu ça. Ça veut dire après bon, généralement il y a beaucoup de facteurs. Il y a pas que ça, mais en tout cas, c'est sûr que si on travaille sur la personne et que au final ça ne passe pas
alors que la personne est réceptive et que bon, parfois, comme je le dis souvent, on peut pas aider tout le monde, hein, donc on peut faire même des géobiologies, des soins énergétiques, tout ce qu'on veut, et ça pourra ne jamais fonctionner. Hein, on est d'accord. On est dans le milieu des énergies, et c'est un milieu subtil et on ne maîtrise pas tout. Mais en tout cas, c'est vrai que si le lieu de vie est entre guillemets pollué, ça va pas aider à ce que la personne aille mieux. Donc c'est vrai qu'avoir cette possibilité supplémentaire de pouvoir aider les personnes, je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, je la trouvais intéressante et je me rends compte, au travers de l'engouement qu'il y a autour de la géobiologie, que ça intéresse aussi les gens. Oui, et qu'il y a une certaine complémentarité en plus d'un certain travail qui peut être fait. Et du coup, toi, lorsque tu avais fait appel à ce géobiologue, par rapport au bruit que t'entendais, par rapport à tout ce qui se passait chez toi, peut-être ce mal-être, cette difficulté à t'endormir, qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement avant peut-être son travail et après le résultat? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je sais pas si je dois dire ça maintenant ou si plutôt je prendrai cet exemple pour justement, quand je vous expliquerai ce que sont les différents types de nuisances, ça pourrait être intéressant de faire le rapprochement avec ce que moi j'avais, parce que là, si je balance ça comme ça, je suis pas sûr que tout le monde comprenne. C'est des termes qui sont pas compliqués, mais en tout cas qui mériteraient d'abord d'être expliqués avant qu'on vienne peut-être sur vraiment l'état des lieux final. Oui, après, c'est peut-être de manière assez... de manière assez succincte. Oui, c'est ça, avec des mots assez simples. Toi, tu nous as dit que tu avais, par exemple, des difficultés à t'endormir, etc. Ouais. Et après, peut-être qu'il t'a dit, voilà, il y avait peut-être 3 âmes qui avaient du mal qui étaient là et qui bouffaient l'énergie du lieu, ou peut-être que le lit était mal placé. Voilà, c'est juste de manière assez simple. Je vais essayer d'être succinct, et puis ensuite, je reviendrai plus en détail tout à l'heure. Mais concrètement, dans on va dire le lieu au total, donc dans toute la maison, il y avait des entités, ce que moi j'appelle. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas que des âmes errantes dans les entités, il y a aussi d'autres choses. Donc il y avait des entités positives mais négatives aussi. Donc ces entités négatives étaient pesantes, en tout cas pour moi, parce que je les ressentais. Ça, c'est pour le côté subtil. Et pour le côté plus naturel, que je peux vous dire pour l'instant de SEM, c'est-à-dire qu'au niveau du lit, de l'endroit sur lequel je dormais, il y avait des nuisances naturelles qui passaient donc au niveau du lit, donc sous le lit ou au niveau, et qui perturbaient du coup mon métabolisme la nuit et m'empêchaient de dormir correctement. Après, ces nuisances naturelles, je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est, mais concrètement, voilà. Il y avait cette alliance des deux choses. Puis la troisième, c'était que je suis électrosensible. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je vais l'aborder plus tard aussi. Mais tous les appareils électriques qu'on a autour de nous créent aujourd'hui des nuisances, des ondes, et nous polluent. Et il y a des personnes qui sont totalement étanches à ça. Et donc c'est ok. Mais il y en a d'autres comme moi qui sont électrosensibles et qui vont être impactés par ça. Et donc, l'alliance de tout ça faisait que j'étais pas bien. Alors pourquoi ça s'est passé là et pas avant ? Pour la simple et bonne raison que, et je pense que ceux qui écoutent le sauront, quand on fait un parcours initiatique dans le domaine des énergies, on s'ouvre au monde des énergies, on développe notre vibration et on développe surtout notre sensibilité. Bon, quand on n'est pas du tout ouvert à ça, ou du moins qu'on n'a pas du tout la tête là-dedans, on pense pas à tout ça. Donc il y a des choses qui vont nous impacter, mais beaucoup moins, parce qu'on est moins sensible. Plus on va avancer en termes de spiritualité, d'énergétique, plus on va développer nos ressentis, on va développer notre sensibilité, et donc on va être plus, entre guillemets, sensible aux nocivités. Et donc c'est pour ça que ces nocivités que je ne sentais pas forcément toutes avant se sont développées au fur et à mesure de mon évolution spirituelle, parce que je étais de plus en plus sensible, j'ai eu des ressentis qui étaient de plus en plus fins, et donc du coup, il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif, et donc je ressentais le négatif. Ouais. Après, à partir du moment où on est tous énergiques, qu'on ait développé cette sensibilité ou non, techniquement, on le capte tous et on en paye entre guillemets tous les frais, non ? Oui, dans tous les cas. Après, il y a des choses qu'on sentira un peu moins, notamment les entités. Les personnes qui ne sont pas trop ouvertes à ça vont être un peu étanches à ça. En tout cas, étanches en premier lieu, si je peux dire, parce que du coup, elles peuvent être impactées ensuite dans leur corps physique, dans leur corps, par les entités. Mais en tout cas, tout ce qui est sensations, etc., elles les auront un peu moins. Par contre, pour tout ce qui est nuisance naturelle, dont on va parler après, peu importe les personnes, on est tous impactés. Parce que là, on parle de nuisance de la Terre, donc c'est pas, là, on n'est pas dans du subtil, entre guillemets, énergétique. On est vraiment dans de la nuisance pure et dure de la Terre qui a été démontrée scientifiquement. Et donc, là, tout le monde est impacté. Mais sauf que les gens ne le savent pas, forcément. Oui.
Ok, bon, on reviendra peut-être Ouais, un petit peu plus tard du coup sur les termes techniques. C'est pas de vrai que j'aimerais souci. bien qu'on fasse un peu un système d'entonnoir où tu vas un peu Ouais, nous expliquer la géobiologie en général, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et dans quelle situation on peut faire appel. ouais. Et voilà, et après peut-être rentrer dans des choses un peu plus précises. On a déjà fait une belle introduction sur le sujet, mais est-ce que tu peux vraiment nous expliquer qu'est-ce que c'est la géobiologie et un peu comment ça fonctionne? Ouais, pas de souci. Alors déjà, géobiologie, c'est l'association de trois mots grecs qui sont gé, qui veut dire la terre, bios, qui veut dire la vie, et logos, pas logis, logos, parce qu'on parle de grec, qui veut dire science ou étude. Donc concrètement, la géobiologie, si on prend ces trois mots et qu'on les remet en place, c'est l'influence subtile d'un lieu sur le vivant. Donc le vivant, ça peut être des plantes, ça peut être les êtres humains, ça peut être des animaux, parce que tous ces êtres, entre guillemets, tous ces vivants-là sont impactés par la géobiologie. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des exemples très concrets. Bon, et donc, pour faire simple, la géobiologie, concrètement, c'est l'étude de toutes ces nuisances dans un lieu pour déterminer les nuisances qui impactent les personnes et mettre en place des correctifs pour justement les éviter, les contourner, voire les supprimer quand on peut. On appelle ça la médecine de l'habitat dans le jargon. Oui. J'aime pas trop ça parce que c'est pas tellement de la médecine, mais en tout cas dans l'image c'est un peu ça. Oui, C'est-à-dire c'est qu'on va vraiment entre guillemets soigner notre lieu de vie pour s'y sentir bien. Et mmh. pourquoi on le soigne? Parce qu'il y a tout un tas de nuisances autour de nous dont on va parler. Mais voilà, pour faire simple, voilà ce qu'est la géobiologie. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec le feng shui? Est-ce qu'il y a des choses qui se rapprochent ou c'est quand même différent? Si, il y a un lien. Alors, bon, si on parle origine concrètement de la géobiologie, faut savoir que la géobiologie, elle existe depuis finalement toujours, parce que dès que l'être humain a commencé à pouvoir marcher, à pouvoir se déplacer, dès le début, on a toujours cherché des abris. Même à l'époque, il y a des dizaines de milliers d'années. Et donc, ils cherchaient déjà des abris pour se sentir bien. Bon, ça, c'est un peu lointain. Mais dans les origines vraiment, on va dire un petit peu plus sérieuse de la géobiologie, il faut savoir que ça a débuté justement en Chine et en Inde il y a à peu près 3-4 000 ans. Donc en Chine, c'était exactement, ça s'appelait le Kanyu, qui est justement l'ancêtre du Feng Shui. Donc c'est finalement, le Feng Shui, c'est du coup le nouveau Kanyu, et qui pareil, le Kanyu, c'était des textes anciens qui parlaient justement de l'influence du lieu de vie sur nous, sur le métabolisme. Et pareil, en Inde, à peu près dans les mêmes années, il y a eu un texte sacré qui a été fait, s'appelle le Vastu Shastra, et qui lui aussi parlait de cette influence-là. Donc ça date d'il y a à peu près 3-4 000 ans. Mmh. Nous, de ce qu'on sait un petit peu plus, quand on revient vers l'Occident, les premiers géobiologues, entre guillemets, ont été les sourciers. C'est les Oui. personnes qui étaient appelées pour trouver de l'eau dans les villages, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette tuyauterie d'eau potable, etc. Donc, il fallait bien qu'ils boivent. Donc, du coup, il y a les sourciers qui étaient là avec des baguettes dites de sourciers qui étaient souvent en bois de noyer, et qui cherchaient de l'eau et qui disaient, voilà, là, si on creuse ici, on va trouver de l'eau. Et ils creusaient. Et effectivement, ils trouvaient de l'eau et ça permettait d'alimenter tout un village en eau. Et puis plus récemment, après, c'est au XXe siècle où ça s'est vraiment démocratisé en Occident, dans les années à peu près 1930, enfin dans ces eaux-là, et où il y a eu plusieurs personnalités européennes qui ont fait des études, des scientifiques, etc., et qui du coup ont amené un petit peu la science de la géobiologie, peut-être à travers ces premiers textes qui ont été faits en Chine, en Inde, ça je sais pas, j'ai pas l'explication exacte, mais en tout cas, ça a ramené petit à petit la géobiologie vers nous. Donc oui, il y a un lien quand même entre le Feng Shui et nous, parce que le Feng Shui, c'est un petit peu la même chose malgré tout. Après, ils vont peut-être un petit peu moins dans le détail des nuisances naturelles, mais ils vont regarder aussi d'autres choses. Donc, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, c'est pas différent. Oui, ça, il y a des liens. Oui, Ouais. effectivement. Puis même pour revenir sur ce que tu disais sur les sourciers par rapport aux cours d'eau, Ouais. etc. On s'est aperçu aussi que des maisons qui avaient été construites ou en dessous au niveau des nappes phréatiques, il y avait de l'eau qui passait, ça pouvait aussi venir endommager entre guillemets l'énergie de la maison parce que elle était construite à un endroit qui était entre guillemets pas stratégique énergétiquement quoi. Oui, bien sûr. Puis après, il y a plein de choses. Là, je vais en parler maintenant, mais dans les origines aussi de la géobiologie, quand on regarde les cathédrales, les grosses cathédrales, je parle pas des petites églises de village, mais les grosses cathédrales en France, que ce soit Amiens ou autre, quand les géobiologues ont fait des études de ces cathédrales, ils se sont tous rendus compte qu'elles étaient construites quasi toutes
de la même façon. C'est-à-dire, tu sais que dans une cathédrale, il y a une coupole, voilà, avec un autel, et l'autel, il est toujours centré sur un point énergétique très fort. Au croisement de sources d'eau, au croisement de courants telluriques, au croisement de cheminées cosmotelluriques, tout ça j'en parlerai tout à l'heure, mais grosso modo, c'est des points énergétiques qui sont très forts. Et pareil, il y a l'inclinaison des cathédrales qui sont à peu près toutes, pour les plus grosses, inclinées de la même façon. Enfin, il y a tout un tas de choses qui montrent que déjà à l'époque, sans mettre de termes entre guillemets parce que je pense pas qu'ils savaient que ça s'appelait géobiologie à l'époque, mais en tout cas, ils appelaient des gens qui faisaient des analyses pour dire voilà, c'est un lieu de culte, donc il va falloir le construire de telle façon pour que énergétiquement il ait tel et tel et tel impact. Ça c'est sûr, ça a été analysé et on sait aujourd'hui que ces lieux sont énergétiquement tous faits plus ou moins construits en tout cas de la même façon. Ça c'est pour le côté positif. Et pour le côté négatif, tu parlais justement des nappes phréatiques sous les maisons, il n'y a pas que ça. Ce qui est le plus visible, c'est surtout par exemple les arbres. C'est un exemple très simple. Quand vous allez dans la nature, que tous les arbres sont droits, et qu'il y a un endroit où tous les arbres sont comme ça, et il y a plein de photos, hein, on en voit plein, hein, les arbres qui sont tout tordus ou tout penchés. Exactement. Ça, concrètement, ça veut dire que en dessous de l'arbre, il y a des nuisances géobiologiques qui ont perturbé le métabolisme de l'arbre, qui lui ont pas permis de pouvoir, entre guillemets, pousser convenablement. Et c'est ce qui fait que cet arbre, visuellement, il est tout tordu, quoi. Et pour nous, c'est un peu pareil. Ouais, après c'est aussi lié au soleil, non? Si par exemple il y a beaucoup d'arbres autour, il essaye de se tordre un peu dans tous les sens pour essayer de choper un peu de soleil? Pas que, parce que on retrouve aussi ce genre de choses dans des espèces de champs de haies où ils sont tous dans la même exposition et où tu vas trouver des haies particulières qui vont pas tenir parce que elles sont plantées sur des endroits où l'énergie est moins bonne et il suffit que le temps, le soleil soit moins bon, ils auront moins de résistance. Donc il y a tout un tas de raisons, hein. Il y a pas de vérité absolue, mais en tout cas, quand on regarde, c'est que souvent des endroits où la végétation part un petit peu de traviole ou n'est pas très, très bonne, souvent on se rend compte que autour de ça, il y a des petits problèmes géobiologiques. D'accord. Avant de rentrer vraiment dans le détail, j'ai une interrogation qui me vient parce que c'est vrai que dans mon inconscient, et je pense que pas que dans le mien, on s'imagine que la géobiologie, on fait appel à un géobiologue quand on a des grands espaces, une grande maison, où il y a vraiment du terrain, etc. Est-ce que quelqu'un qui habiterait en appartement pourrait faire appel à un géobiologue et est-ce que du coup ça impacterait tout l'immeuble ou s'il y a un travail qui est fait uniquement sur son appart à lui, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors c'est une très bonne question parce que effectivement la géobiologie n'est pas réservée qu'aux maisons, hein. Attention, les appartements sont visés, et y compris les appartements en étage, hein. Parce qu'il faut savoir que une énergie tellurique, donc, qui nous provient de la Terre, monte, hein. Elle va pas s'arrêter à l'altitude zéro. Donc ça, c'est important de le préciser. Et après, tu parlais d'un immeuble tout entier. Oui et non. Pourquoi ? Parce que des nuisances géobiologiques naturelles, tout l'immeuble va être impacté. Si par exemple tu as une veine d'eau qui traverse l'immeuble comme ça, la veine d'eau va impacter tout ce qui va se trouver par exemple au-dessus. Donc après, suivant les appartements, ça va pas être forcément au même endroit, on est d'accord, mais en tout cas, tout le monde va être impacté, mais différemment. Donc on va dire que deux appartements l'un à côté de l'autre n'auront pas la même analyse géobiologique. Hein, ça c'est important de le préciser. Pour la partie, on va dire, tellurique naturelle. La partie artificielle aussi, parce qu'on a tous chez nous des appareils électriques qui sont placés à différents endroits, donc ça va être différent d'un lieu à l'autre. Et la partie énergétique aussi, parce que on sait que, alors c'est pas toujours le cas, mais quand il y a des entités dans un lieu, elles y sont pour un besoin précis, donc généralement elles vont rester dans le lieu. Donc il n'y a pas réellement de passage, il peut y avoir, mais en général il n'y a pas de passage entre d'un appartement à l'autre, parce que si l'entité est chez vous, c'est qu'elle a envie d'être chez vous, elle n'a pas de raison d'aller à côté. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de lien entre un appartement et un autre, même s'ils sont à côté. Pour autant, la géobiologie ne s'arrête pas du tout à une maison, à un terrain. C'est sûr que c'est beaucoup plus approprié de prime abord parce qu'on est tout seul et on se dit voilà, mais en fait pas du tout, hein. Moi je fais autant d'appartements que de maisons. Et même, je dirais plus d'appartements parce que je suis à Annecy, donc en centre-ville, et il y a plus d'appartements au prorata que de maisons. Ceci étant, les deux sont tout à fait analysables, si je peux dire ça comme ça.
Ok, oui, donc oui, c'est un bon point. Et aussi, du coup, tu parlais de l'environnement en général tout à l'heure, c'est-à-dire que Ouais. si par exemple on veut faire pousser un potager et que on se rend Ah, compte mais ça c'est très. ça marche pas, Mm. ça pousse pas, je comprends pas, bah dans ce cas-là aussi, ça veut dire qu'on peut faire appel à un géobiologue, c'est ça? Alors, je doute que les gens fassent appel à un géobiologue pour un simple potager. Ceci étant, tu as sorti un exemple qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'expression que l'on dit, qui est dite depuis nos grands-parents, hein, quand ils plantaient que ça poussait pas, ils avaient pour habitude de dire, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais ils disaient la terre n'est pas bonne. C'était un petit peu l'expression de dire ah ben là ça pousse pas parce que la terre est pas bonne. Ils savaient pas trop pourquoi, mais ils disaient ça. Mais en tout cas, ils le savaient, les grands-parents, parce qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup plus de champs et cultivaient beaucoup plus que nous maintenant, hein. Faut être honnête. Nous, maintenant, on va acheter, etc. Mais nos grands-parents plantaient. Moi, je me souviens, mon grand-père, parce que j'avais la chance d'avoir un champ, et lui, il me disait souvent, donc là, je plante pas parce que là, la terre, elle est pas bonne. Donc, il avait déjà repéré, lui, qu'en ayant planté là, ça poussait pas, alors que c'était à 30 mètres il y avait rien, hein. Il y avait le même ensoleillement, il y avait tout pareil, mais il te disait juste, la terre est pas bonne. Après, il savait pas pourquoi, bon, il s'en fichait, hein, mais en tout cas, il le savait. Donc, pour te répondre, je crains qu'il fasse appel à un géobiologue que pour ça, mais en tout cas, nous, on serait capable de dire, voilà, là, ça pousse pas pour telle et telle et telle raison, probablement. Après, encore une fois, on n'a pas de vérité absolue, mais en tout cas, souvent, que ce soit en énergétique ou là, ou lors de la géobiologie, quand on trouve quelque chose, il y a toujours un lien, plus ou moins vérifiable. Et là, pour ce cas-là, c'est clairement, quand on veut faire pousser quelque chose sur une terre polluée, c'est compliqué, en tout cas. Oui, donc finalement, après le passage d'un géobiologue, la seule manière, entre guillemets, de se rendre compte si le travail était efficace ou pas, s'il y a quelque chose qui a marché ou pas, bah, c'est de venir faire des tests et de voir s'il y a eu une différence, si ça pousse ou si ça pousse pas. Pour la partie, on va dire, des champs, oui. Ceci étant, si un géobiologue vous dit là, il y a trop de nuisances, ça poussera pas, il pourra rien faire, hein, parce que si c'est une veine d'eau, on peut pas déplacer de l'eau une nappe phréatique, vous voyez. Donc nous, on va juste dire, ben voilà, là ça pousse pas pour telle raison. Mais finalement, on peut pas, là on peut rien faire. C'est pas comme dans une maison où le seul moyen de vérifier pour faire la comparaison avec ce que tu viens de dire, c'est de voir si les personnes se sentent mieux après notre passage. Oui. Hein. Là, on peut vérifier parce que on peut mettre des actions en place. Par exemple, si le lit il est positionné en plein milieu de plusieurs courants telluriques, ben, des fois en le décalant, en le mettant dans un autre coin de la pièce, on va du coup couper ce lien nocif et là on va pouvoir se rendre compte ou pas des éventuels bénéfices. Mais en tout cas, on peut faire entre guillemets des actions correctives à l'extérieur. À part de dire, et c'est le cas pour les terrains, donc là après peut-être que tu vas me demander dans quel cas on fait appel à un géobiologue ou qu'est-ce qui peut nous alerter, mais quand on construit une maison, il serait bien de savoir à l'avance. Oui. En tout cas, moi, si demain je dois construire, je vais me faire ma propre analyse en me disant, ok, donc là je vais regarder, je vais me cartographier un petit peu mon terrain en me disant, ok, là il y a une veine d'eau, là il y a tel courant, tac tac, donc je sais que la chambre il faudra pas la mettre là. Voilà, quand c'est déjà construit, on fait comme on peut. Et des fois on peut pas. Je vais être honnête, hein, quand il y a des toutes petites chambres dans des appartements et qu'il rentre à peine un lit et qu'il y a aucun autre endroit et qu'il y a un truc en plein milieu, ben malheureusement. Oui, à part déménager. Ouais, bon après c'est des cas particuliers, mais ça existe. Oui, oui, complètement. Ok, c'est très clair et d'ailleurs ça pourrait être intéressant dans un deuxième temps que tu nous donnes peut-être des petits exercices, enfin pas des exercices mais des actions concrètes que des personnes peuvent essayer d'appliquer chez elles et voir si elles sentent que ça change l'énergie de la pièce, si elles dorment mieux, si etc. Ça peut être intéressant de venir faire aussi des tests soi-même à la maison sans grande connaissance. Mais avant ça, depuis le début, il y a un mot que j'entends beaucoup que tu nous dis souvent, c'est nuisance naturelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une nuisance naturelle? Ouais. Alors déjà en géobiologie, on va s'intéresser à 3 types de nuisances, qui sont les nuisances naturelles, les nuisances artificielles, telles que je les appelle moi, et les nuisances énergétiques. Ok. Je les catégorise en 3 parties. Moi. Les nuisances naturelles sont les nuisances entre guillemets dont on n'a pas la main. C'est les nuisances de la Terre, c'est-à-dire que c'est la Terre telle qu'elle est, avec ses énergies, qui crée des champs, enfin, tout un tas de nuisances et qui vont impacter. Bon, dans ces nuisances naturelles, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver en premier les eaux souterraines, les cours d'eau, les nappes phréatiques, les veines d'eau, etc. Ce dont cherchaient les sourciers à l'époque pour justement. Cette eau, faut savoir que ça pourrait être anodin, c'est juste de l'eau, mais en fait, de l'eau, ça circule. Et quand ça circule, ça crée un frottement sur une paroi. On est d'accord, on est sous terre. Et ce frottement sur une paroi, ça crée une vibration qui crée ensuite
un champ électrique et qui remonte à la surface. Et ce champ électrique, quand on y est exposé pendant des heures et des heures et des heures et des heures sans bouger, peut, à long terme, perturber le métabolisme du vivant qui s'y trouve. Et donc là, ça peut être une plante, ça peut être nous, si par exemple l'eau elle passe en plein milieu du lit et que ça fait 30 ans que la personne, des fois c'est bien avant qu'on le sent, hein, mais en tout cas il y a des personnes qui peuvent développer tout un tas de pathologies. Alors moi je me citerai pas à dire que ça peut créer des cancers, etc., mais il y a eu des études qui ont prouvé que ça avait un lien, en tout cas. Moi je le dirais pas parce que c'est trop complexe, c'est trop, voilà, c'est vrai. En tout cas, il y a eu des études qui ont été faites par certains scientifiques, certains géobiologues, et qui ont pu faire le rapprochement entre des personnes qui avaient des pathologies graves et qui, quand on a fait l'analyse, dormaient sur, par exemple, une veine d'eau qui était là depuis, qui est toujours là, mais en tout cas que la personne dormait sur cette veine depuis 30 ans. Bon. Ça, c'est, on va dire, la nuisance naturelle la plus connue, hein, si je peux dire ça comme ça. Après, il y a ce qu'on appelle les courants telluriques. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que sous terre, il y a des métaux, hein, dans la terre. Il y a différents types de métaux, et ces différents types de métaux créent des champs électromagnétiques, donc qui remontent à la surface de la Terre. Ça fait comme des quadrillages, hein, et ces quadrillages, on les a nommés. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y a plusieurs champs, mais en tout cas, on va s'intéresser à deux champs électromagnétiques les plus connus, c'est le courant Hartmann et le courant Curie, qui sont créés à partir de métaux du sol. Je suis pas sûr que ce soit intéressant que j'aille dans le détail, mais en tout cas voilà, c'est des métaux qui sont dans le sol, qui vont créer des champs électriques et qui, pareil, traversent nos lieux de vie, traversent également les extérieurs. C'est des quadrillages, donc on a pu déterminer que ces quadrillages sont constitués quasiment tous de la même façon, c'est-à-dire que c'est vraiment les distances entre, par exemple, deux lignes de courant sont à peu près toujours de la même distance. Il y a des petits écarts, mais qui sont très contenus. Voilà. Et c'est pareil, ces courants créent des intersections. On est d'accord, ça fait des quadrillages. Et ces intersections, si elles sont positionnées à des endroits où on est longtemps exposé, donc c'est le canapé, le lit, on est d'accord, c'est toujours ça qui est intéressant, ça peut créer à long terme des perturbations de notre métabolisme. Ça, c'est le deuxième type de nuisance. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les cheminées cosmotelluriques. Alors, ça peut paraître difficile comme ça, mais ça l'est pas tellement. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste la respiration de la Terre. C'est-à-dire que la Terre, il y a un noyau, on est d'accord, qui envoie de l'énergie et qui respire. Donc c'est comme si on faisait des tubes qui partent donc de la Terre, qui remontent dans le ciel, donc cosmotellurique, on est d'accord, donc ciel, terre, et ces tubes, du coup, c'est comme des vortex, des tourbillons, et font remonter un petit peu de l'énergie. Il faut savoir qu'il y a des, entre guillemets, des cheminées qui sont positives et des cheminées qui sont négatives. Donc quand il y a une cheminée qui est positive, elle est censée nous amener et relever la vibration de ce qu'il y a dessus, et quand c'est une cheminée qui est négative, c'est comme si c'était une aspiration de la Terre. Et du coup, ce qui se trouve dessus, va perdre de l'énergie. Voilà. Oui. Donc, il y a ça aussi comme nuisance qu'on va regarder. On va regarder s'il n'y a pas une cheminée négative en plein milieu d'un endroit où la personne va dormir. Principalement, c'est ces trois principales nuisances, donc l'eau, les courants telluriques et les cheminées qu'on va regarder au niveau naturel, hein, j'entends. D'accord. Je sais pas si j'ai été assez succinct. Oui. Non, c'est très clair. Puis j'ai l'impression que tu pourrais rentrer encore plus en profondeur, mais on commencerait à avoir des termes techniques, etc. Et c'est peut-être pas forcément, on n'est pas dans une formation de géobiologie, c'est plus pour un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Donc c'est très intéressant. Mais du coup, comme tu l'as expliqué, du coup ça génère pas mal de magnétisme, hein, si on peut dire, dans l'air. Et comment, du coup, toute l'électronique, parce que du coup, chez nous, on a quand même beaucoup d'électronique, hein, que ce soit pour faire la cuisine, pour faire chauffer l'eau, nos ordinateurs, nos télés, etc. Ouais. Du coup, est-ce que ça vient rentrer en interférence encore plus avec ça et ça peut créer des champs qui sont encore plus forts et qui viennent encore plus nous impacter ? Alors, c'est différent, parce que ces nuisances naturelles et les nuisances artificielles sont sur des fréquences qui sont différentes. D'accord. Donc en fait, ça vient s'ajouter, ça vient pas tellement... L'un perturbe pas vraiment l'autre, hein, parce que les nuisances de la Terre étant les nuisances principales, les plus puissantes, les plus naturelles, elles seront là de toute manière. Et ensuite, les nuisances artificielles, c'est comme si on se rajoutait nous-mêmes, entre guillemets, des problèmes. Mais c'est la société qui évolue, on a besoin de plus de technologie, etc. Donc il y a du côté positif, il y a du côté négatif. Dans les nuisances naturelles, j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi des failles souterraines. C'est un peu comme l'eau, il y a des failles humides, il y a des failles sèches. Bon, je l'ai pas abordé, mais on le regarde aussi. Mais c'est là encore, on rentre sur des choses un peu compliquées, mais voilà, il y a trois grands axes. On regarde également les failles, voilà. Pour le côté artificiel, parce que je pense que c'est la question, on va regarder tout ce qui génère des ondes. Alors, il y a certes
la box avec le Wi-Fi, il y a le téléphone portable, il y a le micro-ondes, il y a les appareils électriques, même une télé génère des ondes, faut le savoir. Et ces ondes, du coup, là, c'est beaucoup moins théorique que, on va dire, les nuisances naturelles. Ce qu'on sait juste, c'est que ces ondes créent des champs et ça nous perturbe. Concrètement, ça vient perturber notre métabolisme. Et ça, il y a eu plein d'études, donc là, on va pas revenir là-dessus, mais que ce soit pour le téléphone portable, avec la 4G, la 5G maintenant qui fait polémique, qui est encore pire, parce que sur des fréquences plus fortes. Voilà. Et puis après, il y a aussi les nuisances artificielles en dehors de chez nous qui peuvent nous impacter, type les antennes relais, par exemple, qui, elles, génèrent aussi des ondes à plus grande échelle et qui, du coup, vont se répercuter sur nous. Et là, comment on peut faire pour s'en protéger? Parce que tu voulais des petites astuces. Aujourd'hui, il y a maintenant des choses qui nous permettent de nous en protéger, comme par exemple la lithothérapie, donc qui est, entre guillemets, la thérapie par les pierres semi-précieuses. Donc il y a des pierres précises qui nous permettent. Alors là encore, il n'y a pas d'études scientifiques prouvées qui va dire que telle pierre vraiment annule tel type de nuisance, mais ce qu'on sait, en tout cas de manière plutôt officielle, même si c'est pas scientifique, c'est que il y a certaines pierres qui vont justement contrecarrer ou du moins absorber ces effets un petit peu néfastes. Si tu veux les exemples je veux de pierres pour les gens, je veux bien quelques noms de pierres, il y a la tourmaline noire que moi j'utilise le plus, qui est une pierre donc vraiment qui absorbe les ondes. Donc c'est une pierre, j'en ai une pas très loin de moi, mais bon, grosso modo, faut prendre un gros morceau de pierre quand même conséquent que l'on va placer stratégiquement dans un lieu, donc dans un salon par exemple, où c'est là, s'il y a une cuisine ouverte, moi c'est mon cas, un salon avec une cuisine ouverte, c'est en plein milieu, comme ça ça peut absorber. Là, ce sera, on va dire, pertinent, ça va absorber, etc. Après, vous pouvez mettre des petits morceaux de tourmaline sur chaque, entre guillemets, appareil qui peuvent émettre. Vous pouvez déposer un petit morceau de tourmaline sur, par exemple, votre box Wi-Fi. Vous pouvez le faire aussi autour de votre télé, au-dessus du micro-ondes. Voilà. Après, il y a une autre pierre qui s'appelle la shungite, qui est très connue aussi, et qui permet de faire à peu près les mêmes caractéristiques. Bon. Voilà pour la lithothérapie, pour se protéger un petit peu des ondes artificielles. Après, il y a ce qu'on appelle le CMO. Alors là, je vais prendre mes notes parce que je sais plus le terme exact. Je me suis même pas noté. Bon, le CMO, c'est un acronyme spécifique, mais concrètement, c'est un dispositif qui a été créé par des scientifiques et qui est censé absorber les ondes. Lui aussi, c'est pas une pierre. Donc c'est vraiment un dispositif qui a été développé et créé. Le seul différent du CMO avec une pierre, c'est que la pierre est censée absorber tout type d'ondes. Le CMO va lui être réglé sur des fréquences précises. C'est-à-dire que il va comme s'il émettait une fréquence dans le but d'absorber la fréquence émise. Donc ça veut dire que pour le téléphone, c'est un CMO précis. Pour les ondes Wi-Fi, Bluetooth, etc., ça va être un autre CMO. Donc c'est super bien parce que c'est hyper puissant. Par contre, ça oblige à en acheter plusieurs pour avoir une protection, on va dire, complète. Ça se matérialise comment, ce CMO? Il y en a plusieurs. Alors, ça existe sous forme de pyramide, en fait, des pyramides de différentes tailles, et la taille de la pyramide fait un diamètre plus ou moins grand de protection. Après, ça peut se matérialiser aussi ils l'ont fait sous forme de patch, que tu peux coller derrière ton ordinateur portable, derrière ta télévision, derrière ton téléphone portable. Et ensuite, ils l'ont fait aussi sous forme de porte-clés, pour avoir une protection sur toutes les ondes, on va dire, d'antennes relais, 4G, 5G, etc. Bon. Ok. Ouais, c'est bon à savoir. Alors, le terme exact, je l'ai pas, mais... Moi, je mettrai en description. Voilà, ouais. En fait, il va compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques. Voilà, concrètement, en émettant une fréquence en résonance avec ces mêmes fréquences et du coup qui va annihiler. Ça aussi, ça a été développé par des scientifiques, mais c'est pas prouvé scientifiquement que ça permet de pouvoir annihiler totalement. Voilà, on reste sur des choses quand même subtiles encore. Oui, mais après, bon, ça coûte rien si ce n'est juste le prix de ce CMO ou d'une pierre, d'avoir ça et que ça nous protège. Voilà, c'est toujours. Après, la meilleure preuve de fonctionnement, c'est sa propre expérience. C'est tester. Moi, personnellement, depuis que j'ai protégé, parce que comme je te l'ai dit, j'avais été impacté à l'époque, je suis électrosensible. Depuis que j'ai protégé mon téléphone et mon lieu de vie avec tout ça, et il faut l'entretenir parce que c'est pareil, je vais pas dans le détail, mais quand on achète une pierre semi-précieuse, il faut la purifier, il faut la recharger. Voilà, il faut entretenir ça. Mais quand on fait bien les choses, on voit que les effets positifs de l'utilisation de ces objets qu'on a rajoutés se matérialisent vraiment. Enfin, moi, en tout cas, pour ma propre expérience, ça a été mon cas.
pour le téléphone, etc., j'avais des maux de tête. Et depuis que j'ai mis des dispositifs pour contrer notamment les ondes du téléphone, qu'on utilise tout le temps pour le travail aujourd'hui, on peut plus s'en passer malheureusement, ça va beaucoup mieux. Et j'invite à ceux qui nous écoutent, s'ils sont concernés par justement des maux de tête, etc., pourquoi pas regarder déjà si au niveau du téléphone, une protection pourrait pas annihiler une partie de ces maux de tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mal du siècle, un petit peu les migraines, les maux de tête. Et il y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, mais il n'y a jamais eu autant de téléphones, d'ondes qui viennent nous perturber. Donc attention, moi je peux inviter les personnes à justement essayer. D'accord, oui, non, complètement. Bah, j'irai me renseigner sur les CMO, on ira faire un tour. Tu en utilises toi-même, du coup, sur tes appareils, toi, des CMO? C'est ça, les patchs? Et puis j'utilise aussi, oui, j'en ai sur mon téléphone, et puis j'utilise aussi les pierres. Moi, j'utilise les pierres aussi parce que les pierres, c'est naturel, et je considère que la lithothérapie, ce sont juste des pierres qu'on a extraites de lieux précis sur Terre, et si ces pierres sont là, c'est qu'elles ont un rôle à jouer, et moi, je crois beaucoup à la lithothérapie. Après, pour ceux qui aiment bien le côté plus scientifique, biologique, etc., le CMO leur parlera plus. Il y a en tout cas les deux, on va dire, objets fonctionnent, en tout cas pour les avoir testés moi-même. Après, il faut essayer. Ouais, c'est ça. Ok, c'est clair. Du coup, ça c'est plus pour donc les nuisances dites donc non naturelles mais électroniques. Est-ce qu'il y a des choses un peu similaires en termes de protection pour les nuisances qui peuvent être plus naturelles qu'on peut avoir dans notre habitat? Non. Okay. Non, on peut pas. Si on sait pas ce qu'il y a, on peut pas se prémunir. Tu vois. Ouais. Donc déjà, avant de pouvoir essayer de trouver des correctifs, il faut savoir ce qui se passe. Donc il faut que les personnes soient capables de pouvoir détecter les nuisances qu'il y a chez eux. Donc s'il y a une veine d'eau, il faut savoir où elle est. S'il y a une cheminée cosmotellurique, il faut aussi savoir où elle est. S'il y a des ondes qui se croisent, où c'est que ça se croise. Et puis s'il y a une faille, ce que j'ai abordé un dernier, mais c'est un peu plus... voilà. Mais s'il y a une faille, savoir où elle est. Parce que tout ça, ça crée des nuisances, ça remonte. Si vous le savez, vous pouvez bouger votre lit, faire en sorte, mais encore faut-il savoir où c'est. Donc là, j'ai pas de miracle à vous donner, si ce n'est si vraiment vous sentez que vous dormez pas bien quand vous êtes chez vous et vous dormez mieux quand vous êtes ailleurs. Là, ça vaut le coup de faire une analyse. Non, on l'a pas abordé, mais les signaux qui peuvent nous alerter, ça peut être intéressant. Oui, puis tu nous disais tout à l'heure que par exemple, quand j'ai pris l'exemple des plantes, qu'à certains endroits ça pouvait pousser, qu'à d'autres endroits, ça à 30 mètres ça poussait pas, et qu'à ce moment-là il y avait pas grand-chose à faire. Est-ce que pour les nuisances qui sont naturelles, est-ce qu'il y a quand même parfois des choses à faire en tant que géobiologue? Est-ce que tu peux agir sur certaines choses, ou à partir du moment où on a détecté qu'il y avait quelque chose qui était là, on sait que c'est là, et du coup on sait qu'il faut essayer de faire autour de ce lieu, ou à partir on peut agir sur certaines choses et pas sur d'autres. On peut agir sur les courants telluriques en mettant en opposition des choses chez les personnes, mais on peut difficilement agir sur une veine d'eau. Après, si ce n'est réorganiser, en tout cas effacer carrément la nuisance, en tout cas à ma connaissance, moi je sais pas faire. La contourner oui, l'effacer non. Après, quand c'est un courant tellurique, on peut, vu que les courants telluriques sont métalliques, on peut, alors là c'est encore technique parce qu'il faut savoir quel métal utiliser, mais pour expliquer, on peut, au moyen de métaux que l'on va entreposer à des endroits, venir, encore une fois comme le principe du CMO, en résonance avec ces courants pour les déplacer, les détourner. Donc ça on peut, parce qu'on reste sur des courants créés par des métaux, mais pour ce qui est de l'eau, on peut pas. Ouais. Oui, puis c'est hyper profond, puis si elle est là, c'est qu'il y a une raison aussi, donc c'est plutôt, je pense qu'effectivement c'est plus simple de nous se déplacer plutôt que de creuser le sol et de venir... C'est mieux. Après, dans le monde moderne, on regarde pas où on construit. Donc le problème, c'est que quand on achète un studio et qu'on n'a qu'une seule place pour mettre le lit et que c'est une place qui est ultra polluée, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, puis en me renseignant, je crois que j'ai déjà vu que les géobiologues, d'ailleurs, vous travaillez beaucoup sur plan, non? C'est-à-dire que ça peut marcher à distance, ou où il faut absolument se déplacer? Alors ça rentre dans comment on travaille, mais concrètement, avant de se déplacer, on demande, ça dépend la demande, si c'est que de l'énergétique, si c'est vraiment une géologie complète, mais on peut demander un plan de la maison sur lequel nous on va travailler dessus avec la radiesthésie notamment, avec d'autres outils, l'antenne de Lecher, etc., pour justement préalablement cartographier un petit peu les lieux, regarder où sont déjà les sources sur le plan, de façon à ce que quand on se déplace sur les lieux, on ait déjà une première analyse, ça nous fait gagner du temps, et on va confirmer
sur place, parce qu'on va toujours confirmer, hein, si ce qu'on a trouvé chez nous en pré-analyse se confirme, s'il y en a en plus, s'il y en a en moins, parce que des fois, bon, on reste sur plan et c'est difficile d'être aussi précis que dans la vraie vie, hein, parce que là, on est dans une grande pièce et c'est beaucoup plus simple que quand on a un petit plan, suivant ce qu'on nous fournit, on nous fournit pas toujours des plans aussi de super bonne qualité. Mais en tout cas, si on a un grand plan en format A3, A2, alors là, c'est l'idéal, parce que du coup, on peut tracer et tout, mais si c'est un tout petit truc, ça devient compliqué. D'accord. Mais moi, j'ai pour habitude de faire toujours une pré-analyse, notamment pour le côté énergétique. J'aime bien regarder où je vais mettre les pieds avant. Et puis après, comme ça, quand je vais sur place, j'ai déjà quelques billes, quelques éléments d'information en me disant, voilà, là, il y a potentiellement ça, il y a ça, il y a ça. Ok, j'arrive sur place, je sais à peu près où je vais déjà chercher. Parce que sinon, une analyse géobiologie, si on part de rien, il nous faudrait beaucoup de temps. Oui, j'imagine, parce que je trouvais que c'était quand même assez intéressant la notion que tu le soulevais, que si par exemple on veut faire un achat immobilier qui quand même dans une vie est un investissement assez lourd, et généralement c'est pour notre résidence principale où on veut s'installer et vivre et grandir, et voilà, ça risque même de se transmettre de génération en génération. Donc voilà, est-ce que c'est possible de faire presque une étude du lieu avant d'acheter pour Ouais. Si ça vous parle, bien sûr, ça fait partie, moi, des petits tirets que je me mets dans la tête quand est-ce qu'on peut faire une analyse. Ça fait partie des bons moments, on va dire. Avant d'acheter un appartement, avant de construire, voilà, c'est des petites choses qui, en prévention, peuvent pas vous sauver, mais en tout cas vous donner des indications sur, voilà, là c'est plutôt bien, on va pouvoir prendre là, la chambre est bien placée, ou alors, là, il y a plein de nuisances, il faut pas acheter, c'est peut-être pas le bon pour nous, voilà. Ça peut donner des indications. Oui, c'est très clair. Donc tout à l'heure, je t'avais demandé si tu pouvais nous donner un petit peu des exercices, enfin pas d'exercices, mais des actions qu'on peut faire chez nous, où on peut venir du coup directement presque tester la géobiologie en microcosme, si je peux dire. Mais voilà, est-ce que tu as des petites actions comme ça, que ce soit déplacer le lit ou voilà, qu'on peut faire? Avant de pouvoir déplacer, il faut savoir ce qu'il y a. Donc déjà, pour ceux que ça intéresse de s'y initier, il faut apprendre à utiliser des baguettes et ou de la radiesthésie, mais c'est mieux des baguettes, parce que l'antenne de Lecher étant un outil plus complexe. Mais en tout cas, des baguettes de sourcil, ça s'achète, hein, ça vaut une vingtaine d'euros, et apprendre à s'en servir pour détecter de l'eau, hein, déjà. Vous pouvez chez vous déjà vous entraîner, soit dans le jardin, soit chez vous, en essayant de trouver de l'eau avec ces baguettes. Alors, ça demande une petite convention, etc. Hein. L'idée n'est pas de vous former, mais en tout cas, vous pouvez trouver des choses sur Internet pouvant vous donner des bases. Hein. Mais si vous voulez déjà, ça vous intéresse de regarder un petit peu chez vous, par vous-même, vous pouvez acheter des baguettes de sourcil, essayer de trouver de l'eau. Avec cette même baguette de sourcil, vous pouvez également détecter les courants Hartmann et les courants Curie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça va vous donner une indication. Après, ceux qui utilisent la radiesthésie, vous pouvez le faire avec le pendule, mais c'est quand même moins pratique. Vous pouvez chercher, pareil, de l'eau, les courants. Vous pouvez également chercher les cheminées cosmotelluriques, savoir si elle est positive, négative. Avec le pendule, on peut faire tout un tas de choses. Donc ceux qui sont dans l'énergétique, normalement, peuvent, puisqu'ils savent manier le pendule, faire ces petites recherches avec le pendule. Ce sera moins efficace qu'avec des vraies baguettes, mais en tout cas, on peut le faire. Voilà, après, pour tout ce qui est correction, il faut déjà trouver. Une fois que vous avez trouvé, vous pouvez corriger. Par contre, pour tout ce qui est artificiel, je vous ai déjà donné des petits éléments de correction. Et après, pour tout ce qui est énergétique, on va peut-être l'aborder après, mais il y a tout un tas de choses. Après, si c'est vraiment, vraiment pollué, il faut faire appel à quelqu'un qui va venir faire partir ce qu'il y a dans le lieu. Mais sinon, pour entretenir un lieu, il y a ce qui est plus connu, c'est la fumigation, hein, donc c'est l'utilisation de l'encens, avec des encens purificateurs qu'on va utiliser dans des pièces pour purifier les lieux, nettoyer les énergies négatives, etc. Il y a aussi des pierres qui, d'un point de vue énergétique, peuvent protéger un lieu et réharmoniser les énergies. Voilà. Donc tout ça, je peux aussi vous donner trois petits conseils sur ces sujets-là quand on sera au chapitre. Oui, ça peut être intéressant, oui, effectivement, parce qu'il y a des choses qui sont assez répandues. Donc pour nettoyer, il y a de la sauge, il y a l'encens. Est-ce que t'as 2-3 petites techniques à nous donner pour qu'on puisse nettoyer, peut-être le côté plus énergétique, nettoyer notre maison? Pour le côté énergétique, bon, l'encens, hein, ok. Alors, si c'est toute une maison et que vous faites juste brûler un petit bâtonnet d'encens,
sachez que ça sert pas à grand chose, hein. Je préfère être honnête avec vous. Moi, quand je fais une géobiologie et que je dois purifier un lieu énergétiquement, pour moi, je prends l'exemple des boîtes de nuit des années 80, hein. C'est-à-dire que ça, Ok. j'enfume la maison complètement. Mais Ok. là, c'est pour un but précis, hein. C'est vraiment pour refaire partir de zéro les énergies, etc. Quand vous, c'est pour de l'entretien, soit vous achetez de la sauge si l'odeur ne vous déplaît pas, hein, parce que c'est une odeur spéciale, la sauge blanche, il faut l'aimer. Donc vous avez les gros trucs de sauge là que vous pouvez allumer, voilà, faire brûler. Bon, moi j'aime pas tellement l'odeur de la sauge, donc j'utilise pas la sauge. Moi j'utilise beaucoup le benjoin, qui aussi a des valeurs de purification vraiment très intéressantes. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas c'est celle que j'utilise le plus. Moi je fais avec des grains que je mets dans des charbons. Il faut un encensoir, donc vous avez un encensoir, vous mettez un charbon que vous allumez, vous mettez des petits grains dedans et vous faites le tour de votre maison. Attention à bien ouvrir aussi les placards, etc., parce que les énergies ne s'arrêtent pas aux portes de placard. Donc bien purifier un petit peu les murs, vous le faites de temps en temps, ça va permettre de, entre guillemets, purifier votre lieu de vie. Si il n'est pas déjà fortement pollué. S'il est fortement pollué, ça ne servira à rien, hein. C'est pas avec un petit peu d'encens de sauge que vous allez faire partir des entités qui sont un peu costauds. Mais si d'aventure c'est de l'entretien, ça suffit largement. Après, vous avez des pierres qui permettent de protéger un lieu. Donc, la pierre la plus connue, c'est la labradorite pour ce qui est les énergies, entre guillemets, négatives, hein, usées, donc pas les entités. Hein, c'est deux choses différentes. La labradorite permet d'absorber les énergies usées d'un lieu et de réharmoniser du coup le lieu. Donc ça peut être intéressant notamment pour les personnes qui reçoivent des gens chez eux. Si des masseurs, des thérapeutes nous écoutent, la labradorite c'est une pierre indispensable parce qu'on reçoit du monde qui vient avec leurs problèmes, qui nous balance leurs problèmes dans la tronche. Oui. Et cette pierre permet, en plus de la protection individuelle qu'il faut faire à mes yeux et que moi j'apprends dans mes formations, mais en tout cas cette protection qui est passive est très intéressante parce que elle va permettre d'absorber justement toutes ces énergies brassées des personnes et de pouvoir réharmoniser le lieu. Attention, une pierre est un être vivant, il faut encore une fois la purifier et encore une fois la recharger, hein. Bon. Je mets des informations pour ceux que ça intéresse sur mon compte Instagram sur ces sujets-là, je pense que tu as pu le voir, sur des pierres, sur l'encens, etc. Oui. Pour ceux que ça intéresse, je mets comment recharger, comment faire. Bon. Le lien vers ton Instagram sera dans la description. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder, et puis voilà. Après, pour les entités, il y a des pierres qui sont beaucoup plus entre guillemets, destinées aux entités, donc comme l'obsidienne, hein, l'obsidienne noire, l'obsidienne à œil céleste. Attention, ces pierres ont aussi des vertus un peu pas négatives, mais il faut les utiliser avec précaution, notamment pour des personnes qui ont un peu de difficultés sur la partie émotionnelle. Si vous êtes pas très bien émotionnellement, l'obsidienne n'est pas forcément la pierre pour vous. Donc avant d'acheter une pierre, moi je vous conseille toujours déjà de ne pas l'acheter sur internet, sur des sites type Amazon, etc. Je vous conseille d'aller dans des boutiques de lithothérapeutes passionnés et vous leur dites clairement ce que vous cherchez et ils vont normalement, si c'est des bons lithothérapeutes, vous diriger vers des pierres qui vont être entre guillemets en résonance avec ce que vous avez. Mais déjà, si vous prenez une labradorite pour les énergies usées, l'obsidienne pour ceux qui peuvent la supporter, vous mettez ces deux pierres et la tourmaline noire pour le côté onde. Moi, j'utilise les trois et les trois sont sur mon meuble à côté. Déjà, vous avez une protection qui est passive et très intéressante. Après, ça n'empêche pas de faire de la fumigation pour nettoyer les énergies des murs, repousser des petits parasites qui peuvent être repoussés avec ça. Voilà. Ça déjà, ça donne une première idée. Ensuite, si c'est trop fort, trop puissant, il faut faire appel à quelqu'un, on est d'accord. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir entretenir un petit peu. Oui, puis ça fait de la prévention, de la protection et du Exactement. nettoyage. Ouais. Donc, ok, c'est chouette. Et du coup, donc tu disais après, si ça devient plus fort, le mieux c'est quand même de faire appel à un géobiologue. Et quels sont vraiment ces symptômes entre guillemets que l'on peut ressentir quand on est sur un endroit où il y a de l'eau, voilà, qu'est-ce qui peut se manifester au-delà d'un mal-être qu'on peut ressentir? Donc là, tu parles pour les nuisances naturelles, tu es revenu en naturel. Ouais. Ce qui peut nous alerter, c'est vraiment des problèmes de santé. C'est-à-dire que pour les nuisances naturelles, déjà, c'est sur les lieux sur lesquels on va rester longtemps, comme je l'ai dit. Donc le lit, le canapé, c'est vraiment des lieux en statique, hein. Si c'est en plein milieu d'une pièce où on va juste passer, ça va pas avoir d'impact. Il faut rester. On est d'accord que la nuisance, elle est active si vous êtes statique sur un point exposé. Bon, ce qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est un symptôme, clairement, hein. Donc si c'est des insomnies, des migraines, des problèmes d'immunité aussi, si vous êtes tout le temps malade, ça peut être intéressant de regarder. Et après, surtout, ce qui est intéressant, c'est si vous allez ailleurs et que vous dormez mieux, que vous vous sentez mieux, bon,
Il faut aussi, voilà. Après, donc là, pour tout ce qui est aussi un peu énergétique, les animaux sont très intéressants. J'ai un cas, en plus, j'ai un exemple pratique. Ah, chouette. Dont j'ai parlé, dont la dame a parlé en radio aussi, hein, mais ce qui a généré l'analyse en géobiologie de la personne, c'est son chien. C'est-à-dire que c'est une dame qui a déménagé dans un nouvel appartement. Voilà, jusque-là, tout est plutôt commun. Sauf que en arrivant dans cet appartement, son chien refusait de rentrer dans une pièce de l'appartement. Et quand je vous dis refuser, c'est que même si vous le poussiez, il devenait agressif, il voulait pas aller dans cette pièce. Donc la dame, elle se dit, il y a quand même un problème, c'est bizarre, c'est une pièce vide, c'est un bureau, il y avait rien. Donc elle a fait une communication animale, la personne lui a dit, le chien, il veut pas aller là-dedans parce que il y aurait des énergies négatives, etc. Donc elle a fait appel à moi, hein, du coup, un géobiologue. Donc je me suis déplacé chez cette dame et j'ai constaté qu'effectivement, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais dans cette pièce, il y avait des entités qui étaient assez fortes et que le chien avait détecté, et c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas rentrer. J'ai fait, et c'est là où, pour le coup, c'est très intéressant parce que on voit les résultats. J'ai fait, moi, géobiologie, et il s'est passé de plusieurs jours, donc le chien commençait à passer, elle me disait qu'au début il regardait, et puis un jour, 2 jours, paf, et puis aujourd'hui c'est la pièce dans laquelle il est le plus souvent. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre, il y a un canapé devant, et maintenant il passe des fois des heures et des heures sur ce canapé à regarder à travers la fenêtre. Donc ça veut dire qu'il y a eu une vraie action entre un avant et un après, et ça peut vraiment être un indicateur très puissant, les animaux, parce que les animaux sont très sensibles, ils ont des corps astrales très développés, hein, et donc ils ont beaucoup plus de perception, sensibilité. Donc quand eux, ils sentent un truc, il faut absolument pas le négliger. Il faut dire, waouh, lui, là, il fait un truc, donc peut-être, probablement, il y a quelque chose. Après, les chiens, ils fuient le problème. Donc moi je connais très bien, j'ai 2 chiens, donc quand il y a un problème, si un chien fuit, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Le chat, à l'inverse, pour ceux qui ont des chats, il va aller là où il y a le problème. Okay. Donc, si vous voyez un chat tout le temps aller, malgré votre absence, sur un lieu, et on prend l'exemple du chat qui va sur un lit. Alors, ça peut être très mignon, hein, mais un chat qui va sur un lit se positionner alors que vous n'êtes pas là, ça veut dire que potentiellement sur ce lit, ou du moins à l'endroit où il est positionné, il y a du négatif. Le chat, à l'inverse du chien, il va aller se positionner où il y a du négatif parce qu'il va absorber le négatif. Donc, c'est la grosse différence entre les deux. Le chat ne va pas le fuir, il va y aller, alors que le chien, lui, il va se casser. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Parce que le chien, moi, j'ai eu le cas avec des clients que j'ai reçus, et où les chiens, ils étaient intenables, quoi. Ils tapaient la fenêtre, etc. Et du coup, ça me donnait des indications, alors que la personne rentrait, il tapait de partout, je savais qu'il y avait quelque chose, je fais mon analyse, je trouve tout ce qu'il y a, voilà. Et puis après, la personne part, hop, ils sont détendus. Donc vraiment, les chiens sentent. Les chiens sentent. Ça peut donner une indication. Ouais, c'est super intéressant comme information, puis ça me fait penser, bon là c'est pas le cadre d'un chien, c'est Stéphanie Mallet avec qui j'avais enregistré un épisode sur pourquoi aller voir un thérapeute, qui m'avait partagé quelque chose par rapport à sa fille. Elle, c'est sa fille qui voyait des choses. Effectivement, les enfants aussi, je suppose, peut-être que tu as des exemples, mais les enfants aussi ont des capacités qui sont plus développées en termes de ressenti à ce niveau-là. Alors, en énergétique, en général, hein, les enfants et les animaux sont les plus réceptifs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de mental et que ça sort comme ça sort. C'est-à-dire que les parents qui disent à leurs enfants, parce que leurs enfants leur disent « Oui, j'ai vu un monsieur, j'ai vu un truc, j'ai vu quelque chose », et les parents disent « Non, il n'y a rien », en fait, c'est juste parce que les parents, ils sont fermés à ça, etc. Mais les enfants, quand ils disent ça, c'est qu'ils ont réellement vu quelque chose et que potentiellement une entité est passée les voir, pas forcément négative, hein, mais voilà, ils perçoivent. Après, la société qui nous lobotomise tous fait bien les choses et on perd cette capacité, hein, pour la plupart. Donc après, dans le milieu des thérapeutes, quand on retravaille là-dedans, on réouvre un petit peu ces champs de capacité et on redéveloppe tout ça. Mais à la base, vous prenez une personne lambda dans la rue, vous lui dites ça, elle va vous prendre pour un fou. Oui. Parce que c'est des choses qui ne sont plus du tout d'actualité dans sa vie, qui ne l'intéressent plus du tout, alors que c'est des choses juste des capacités naturelles. C'est pour ça que moi j'aime bien quand des gens disent on a un don, on a un don, on a un don, moi c'est pas du tout la voix que je porte, parce qu'en fait le don on l'a tous, hein. C'est juste que on se l'est auto-supprimé malgré nous, le plus souvent, eu égard à notre éducation, à la société, etc., qui a fait que tout ce qu'on avait petit, effectivement on l'a plus. Mais en tout cas c'est très intéressant ce que tu dis, parce que effectivement les petits, leur voix est importante. Parce que quand ils disent un truc, s'ils disent oui, donc j'ai discuté avec telle personne, des fois ils donnent des prénoms, ils donnent des trucs. Alors on pourrait se dire que c'est de l'imaginaire,
Et ça peut, hein, c'est ok, hein, ça veut pas dire que c'est toujours vrai ce qu'ils disent, mais c'est aussi souvent des ressentis qu'ils ont réellement. Oui, c'est à prendre en considération. Exactement, ouais. Oui, on peut même leur poser des questions et leur demander s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, et d'autant plus s'ils disent que cette personne est Ils méchante. répondent souvent, ouais. Ouais, ça peut être l'occasion de dire ok, bon bah c'est. Tu parlais tout à l'heure des bons moments où on peut faire appel à un géobiologue. J'ai eu ce cas déjà. Ouais, Ouais. J'ai eu une personne qui m'a appelé parce que ses enfants lui disaient qu'il y avait des gens méchants qui venaient. Et moi, j'ai une personne qui m'a appelé en me disant bon, moi c'est pas du tout mon truc, mais mon fils n'arrête pas de me dire ça. Donc voilà, j'aimerais bien quand même vérifier parce que les enfants, je trouve que ce qu'ils disent, etc. Donc même si la personne n'était pas spécialement ouverte à ça, elle a laissé entre guillemets son appréciation ouverte vis-à-vis de ses enfants, en se disant bon voilà, moi c'est peut-être pas, je suis pas ok avec ça, mais peut-être que si les enfants le disent, ça vaudrait le coup peut-être de regarder de ce côté-là. Bon, en tout cas, c'est un indicateur. Après, ça fait partie vraiment des raisons pour lesquelles vous pouvez faire une analyse. Donc il y a vraiment ça, les animaux, les enfants, c'est des éléments déclencheurs, et après des signes. Pour la partie énergétique, pour ceux qui sont sensibles, j'ai pas besoin de leur expliquer, mais pour ceux qui ne le sont pas, en tout cas au niveau des entités, des énergies négatives, c'est un ressenti très simple qui est quand vous allez dans un lieu, vous vous sentez pas bien. Ça, on l'a tous ressenti dans notre vie, qu'on soit ou éveillé ou pas aux énergies. Quand on va quelque part, parfois, on sent que on n'est pas bien dans cet endroit, que c'est pesant, que des fois, il y a des maux de tête. Moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, je peux rentrer dans un lieu, s'il y a quelque chose, j'ai maux de tête instantanés. Ça se déclenche à l'entrée et ça s'arrête quand j'ai fini mon travail. Vraiment, c'est mon marqueur à moi. Mais il y a des gens qui peuvent le ressentir aussi. Et donc, ça peut vous indiquer, là, potentiellement, il y a quelque chose. Oui, après qu'on arrive à l'expliquer ou pas, c'est autre chose, mais voilà, c'est un indicateur. Exactement. Un indicateur qui peut vous ouvrir un petit peu la réflexion sur il y a peut-être quelque chose. Au même titre que si vous dormez pas bien chez vous et vous dormez mieux ailleurs, si vous avez des maux de tête chez vous alors que vous n'en avez pas ailleurs, enfin voilà, tous ces symptômes qui se créent chez vous doivent vous mettre la puce à l'oreille sur ok, peut-être que là il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est, on sait pas, mais en tout cas, voilà. Oui. Puis, tu nous disais tout à l'heure que c'est à force d'être dans un même endroit et que ce soit répété, donc c'est-à-dire que par exemple, si ça fait, je sais pas, 10 ou 15 ans qu'on habite au même endroit et que c'est au bout de la 15e année que d'un coup on commence à se sentir mal dès qu'on est chez nous, c'est peut-être qu'on a atteint un peu ce point où on a absorbé trop d'énergie, que ça commence à se manifester, c'est ça? Il faut savoir que une nuisance perturbe le métabolisme. Ok, elle va pas perturber le métabolisme de la même façon chez tout le monde, Oui. Comme tout, que vous preniez un médicament, que vous preniez n'importe quoi, un aliment, le corps humain, il est différent. Il est pareil sur un plan physiologique, mais en tout cas, on est tous différents, on va tous réagir différemment. C'est pareil là. C'est-à-dire que une perturbation qui doit vous perturber peut parfois ne pas perturber parce qu'il y a des personnes qui vont être étanches, et par contre, ça peut parfois ne pas vous perturber pendant 10 ans, et au bout d'un moment, votre étanchéité, paf, elle va se casser, et puis comme tu l'as dit très justement, là ça peut commencer, et puis là on peut commencer à avoir des petits problèmes de santé, et on sait pas pourquoi, et là on a ci, on a ça, on a des douleurs, alors qu'on n'en avait pas avant, et puis après souvent c'est la cascade. Donc attention, j'ai envie de dire, si vous sentez des symptômes, attendez pas d'être vraiment malade. Comme je vous l'ai dit, moi je vous donnerai pas d'exemple, mais il y a eu des corrélations faites par des scientifiques qui ont pu expliquer que certaines grosses pathologies, pour pas les citer, étaient en lien avec justement des points statiques répétés avec des nuisances. Voilà. D'accord. Donc le lit notamment. Voilà. Ok, c'est très intéressant. Ça a l'air d'être un sujet très très vaste et on a abordé une partie, mais je trouve que je suis contente parce qu'on a déjà eu beaucoup d'informations et quelques petites choses qu'on peut faire nous individuellement chez nous, donc je trouve que c'est vraiment chouette. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent? Je pourrais vous dire aussi, par rapport au lieu de travail, ça peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous avez un emploi où vous restez assis du matin au soir sur une chaise devant votre ordinateur, ça peut être intéressant de regarder si vous avez des maux de tête la journée, ou voilà. Ça peut être intéressant de faire intervenir quelqu'un sur votre lieu de travail. J'en ai pas parlé, ça me vient maintenant, mais j'en parle souvent quand je fais des formations web, mais c'est vrai que là je l'ai pas abordé. Ça peut être intéressant. Oui, effectivement. Parce que c'est un point statique répété tous les jours au même endroit, et donc voilà. Donc il faut regarder. Après, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. La géobiologie, c'est quand même quelque chose de
à la fois très compliqué, mais à la fois assez simple. Pourquoi ? Parce que ça peut paraître compliqué quand on vient de nulle part et qu'on débarque et qu'on nous dit voilà, il y a de l'eau, il y a des courants, il y a des failles, il y a des cheminées, il y a des nuisances, bon, le Wi-Fi, tout ça, maintenant tout le monde le sait parce qu'on en parle à la télé, mais bon, quand même. Et puis après, il y a des problèmes énergétiques, etc. Donc ça peut paraître énorme, mais au final, quand vraiment on regarde même de façon assez cartésienne, on se rend compte que il n'y a pas tant de choses que ça et que un petit problème peut être vite détecté quand il est chez soi, au travers de, par exemple, juste, faut savoir manier les baguettes, on regarde, tac, on trouve de l'eau en plein milieu de lit, on le décale d'un mètre, on a arrangé un problème. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Donc ça peut paraître compliqué, mais au final, des fois, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est savoir de quoi on parle. Bon, là, je suis pas rentré dans le détail, hein, parce que les cheminées, c'est une respiration qui est constante, il y a des secondes précises, etc. Pareil pour les courants, hein, il y en a plus que les courants Hartmann, etc. Oui, il y a des subtilités. Voilà, dans le sol, il faut savoir qu'il y a plein de métaux, hein, il y a le fer, il y a le nickel, enfin, il y a plein de métaux. Donc, il y a plein de choses, mais en tout cas, il faut savoir que de base, on peut soi-même, si on se renseigne sur 2-3 petits trucs, on apprend à manier 2-3 petits outils, on peut déjà essayer de comprendre certaines choses. Voilà. Après, si c'est plus complexe, bon, comme tout, hein, on peut peindre un mur du salon, mais quand c'est complexe et qu'il faut peindre une maison entière avec des trous partout, etc., un peintre fera mieux, vous voyez. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous pouvez vous initier, voilà, vous pouvez faire des petites recherches, jouer un petit peu avec vos baguettes de sourcier, c'est pas tellement dangereux, hein. Il n'y a pas de, voilà, essayer de détecter, etc. C'est assez drôle, c'est des jeux qui sont plutôt ludiques. Après, dès que c'est compliqué, qu'il y a des problèmes de santé importants et tout ça, il faudra quand même faire vérifier par quelqu'un qui sait bien manier. Mais grosso modo, mon message est simple, c'est de dire, si vous voulez vous y essayer, allez-y. Moi, j'essaye de porter plutôt une voix, de dire tous ceux qui sont portés par tout ça, que ce soit la géobiologie, mais également l'énergétique, hein, au travers de mon compte Instagram, c'est ce que je fais. J'essaye de rendre accessibles tous ces milieux-là au grand public, parce que souvent les thérapeutes les veulent trop exclusifs, il y a très peu de partage, il y a beaucoup de j'ai un don, et très peu de c'est des capacités naturelles, et alors que c'est vraiment des capacités naturelles. Vous m'amenez 50 personnes, j'apprends aux 50 personnes comment on se sert de baguettes de sourcier, et 50 personnes vont trouver de l'eau. C'est sûr, certain. Donc, ça veut dire qu'on est tous capables. Après, comme tout, faut s'entraider. Il faut s'y intéresser, il faut faire. Exactement. Super, j'aime beaucoup, tu finis sur une belle note d'espoir et un joli message, amusez-vous, essayez, nettoyez chez vous. Bien sûr, ouais. Avant tout, ça doit être un jeu. Après, voilà, il faut prendre du plaisir. Enfin, moi, je suis passionné par ces milieux-là. Encore une fois, la géobiologie, c'est une de mes activités, donc c'est cette pluralité d'activités qui me passionne. Et au final, c'est quand on sait travailler en toute sécurité, etc., il y a plein de belles choses. Et il faut aussi prendre conscience qu'il y en a des mauvaises, hein, attention. Oui. Mais quand on sait un petit peu, avec humilité, contrôler tout ça, on peut faire de très belles choses. C'est super, franchement. Oui, puis comme on disait plus tôt, après, ce qui est intéressant, et c'est un peu le message qui est transmis aussi sur le podcast, c'est que après tout vient se compléter, se complémenter, comme nettoyer sa maison, puis après se faire un petit nettoyage sur soi. Bon, voilà, après on est tout propre, quoi. A priori. Voilà. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire ou quelque chose à nous partager si les personnes veulent encore plus rentrer en profondeur dans la géobiologie? Non, pas spécialement. Après, il y a plein d'infos sur YouTube, il y a plein de choses. C'est pour ceux qui veulent se renseigner. J'ai pas spécialement de bouquins à vous partager sur la géobiologie. Il y a ton compte Instagram déjà, tu l'as dit. Voilà. Puis moi, je suis en train de rédiger un bouquin. Oui. Je devrais sortir fin d'année, voire début d'année prochaine, sur lequel j'aurai tout un chapitre sur la géobiologie. D'accord. Donc, ça va reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit là, avec du coup une hiérarchie, etc. Mais le message sera approximativement le même. Ce sera peut-être un petit peu expliqué de façon plus ludique. C'est un livre, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis en train de rédiger un livre sur les énergies, et donc du coup, je parle de géobiologie parce que c'est un sujet qui est peu connu, qui mérite d'être connu, et voilà. Pour autant, j'ai pas réellement de bouquin à vous conseiller, si ce n'est, vous trouvez plein d'infos sur Internet, sur YouTube. Il y a des écoles de géobiologie qui font des vidéos. Voilà, vous pouvez vous renseigner, acheter des baguettes, apprendre tout seul aussi. Pour le coup, c'est pas dangereux de chercher de l'eau. C'est pas comme magnétiser des gens, toucher des énergies des gens. Là, on est sur des choses plus dangereuses, mais pour le coup, prendre des baguettes et chercher de l'eau, ça, c'est pas dangereux. Donc, tout le monde peut le faire. Il y a très facilement des choses accessibles sur le net. Donc,
Ok, super. Ben, on ira faire un tour. J'ai une dernière question pour toi que je pose pour clôturer mes épisodes. C'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Une terre happy. Alors, cette question est très difficile dans les temps qui courent. Moi, je dirais que c'est une terre où tout le monde déjà travaille ensemble et va dans le même sens et dans l'intérêt de la planète. Parce que moi, je suis déjà végétarien, je suis dans l'écologie, etc. Et une terre happy, c'est certes, il faut qu'on soit tous heureux dans notre quotidien et c'est ok si les gens aiment le multimédia, le high-tech, etc. Mais pour autant, si tout le monde travaillait ensemble et marchait dans le même sens et essayait de trouver des solutions ensemble, que ce soit déjà de la médecine avec le monde de l'énergétique ou même au niveau de l'écologie ou même à tous les niveaux, on serait bien plus heureux. Donc, et c'est le message que j'essaie de transmettre au travers de tout ce que je fais au niveau des énergies, c'est vraiment de rallier tout ça, rallier le monde de l'énergétique, rallier aussi le monde de l'énergétique avec la médecine, parce que encore une fois, c'est vraiment deux routes bien trop séparées à mon sens. Et si on roulait parallèlement et ensemble, on arrivera à des résultats qui seraient bien meilleurs plutôt que d'un côté et de l'autre, on dise que l'autre il est pas bon, etc. Moi, je travaille beaucoup. En tout cas, moi, mon discours, il est vraiment n'arrêtez pas la médecine. Au contraire, continuez et notre travail ensemble fera les choses bien. Et voilà. Moi, une thérapie, c'est plus le vivre ensemble, le penser assez grand et surtout préservez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de la planète. Parfait, merci beaucoup pour ce partage. Il y a ma grand-mère qui a fait un petit coucou pendant que tu nous expliquais, mais super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Plaisir. C'était très intéressant et merci. Merci à toi de m'avoir proposé ce podcast. J'espère qu'il plaira aux auditeurs. Et puis voilà. Puis au plaisir de se revoir pour un nouvel épisode si jamais. Avec plaisir. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.